Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, une excellente semaine et je suis très heureuse de vous retrouver pour l'épisode numéro 24 de Mariage engagé. Et puis vous savez quoi ? Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode tranquille, détente. Un épisode où vraiment on est bien, un épisode vraiment où on ne se prend pas la tête. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'aborder le sujet des idées reçues qu'on peut avoir sur le mariage. Mais si, vous savez, ces phrases qui commencent par « mais de toute façon ça sert à rien de se marier, 2 mariages sur 3 finissent en divorce ». Ou encore « mais de toute façon le mariage c'est juste un bout de papier, alors ça sert à rien de faire une grande fête derrière ». Et enfin, de toute façon, ça ne fait plus rêver de se marier aujourd'hui. Et vous savez quoi ? Je suis sûre que vous avez été confronté à au moins une de ces idées reçues sur le mariage dans votre vie, ou du moins depuis que vous avez annoncé le grand événement que vous allez enfin vous marier. Si vous me connaissez depuis quelque temps, ou sinon je vous l'apprends, vous savez que les préjugés, les idées reçues, j'adore ça. Pas dans le sens j'adore ça parce que j'aime rester dans mon petit monde, j'aime ne pas être ouverte d'esprit et j'aime penser que mon avis est une généralité. Non, j'adore les préjugés pour pouvoir les dégommer et montrer à quel point ceux qui pensent ça ont tort et que vous, en tant que personne qui subissez, qui recevez ces idées reçues au quotidien, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter car pour la plupart, elles sont tout simplement fausses, elles sont infondées. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, ce qu'on va faire si vous le voulez bien, pour vous rassurer surtout, c'est que nous allons aborder une dizaine d'idées reçues, des idées plus ou moins courantes qu'on peut avoir sur le monde du mariage, que vous avez peut-être pu penser à une époque, ou alors qu'on vous rabâche sans cesse depuis quelque temps, dans le but de vous rassurer, aussi de vous permettre de briller en société, parce qu'on va parler de chiffres, et surtout vous montrer à quel point ces idées reçues sont fausses ou vraies. Voilà, ça va vraiment dépendre des cas, mais la plupart des idées reçues que je vais vous présenter sont de toute façon fausses. Donc on commence tout de suite avec la première idée reçue, mais enfin, pourquoi se marier puisque 2 mariages sur 3 finissent en divorce ? Alors, peut-être que oui, dans tous les cas de toute façon, on va reparler des chiffres un peu plus loin, mais cette phrase m'inspire tout de même 2 réflexions. D'abord, comment sait-on si un couple qui se marie va divorcer ou non ? Certes, il n'y a peut-être que 2 couples sur 3 qui divorcent, mais ça veut dire qu'il y en a tout de même un qui reste ensemble. Et de toute façon, on ne peut pas dire que ça va marcher ou que ça ne va pas marcher tant qu'on n'a pas essayé. Et on ne va pas vivre dans la peur, dans le cadre du mariage, on ne va pas vivre dans la peur du divorce et ne pas se marier à cause de ça, alors qu'on pourrait être l'exception qui confirme la règle, si je puis dire, entre guillemets. Alors peut-être que oui, peut-être que le couple va divorcer après leur mariage, après peut-être 1, 2, 5, 10, 20, voire 30 ans de mariage, ça a déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Peut-être qu'ils vont regretter de s'être mariés, mais peut-être qu'ils ne vivront pas ça. Donc ça sert à rien d'être pessimiste et de dire à un couple, mais ça sert à rien de vous marier parce que vous allez divorcer, parce que peut-être que c'est tout simplement pas ce qui va se passer. Et puis, on en parle du fait de divorcer alors qu'un couple n'est même pas encore marié. Franchement, pour plomber une ambiance, pour moi, il n'y a rien de mieux. Et puis, tant qu'à faire, autant en parler tout de suite. 2 couples sur 3, vraiment. Eh bien, c'est ce que nous allons vérifier tout de suite parce que c'est l'heure du point chiffre. Au moins, ça vous servira à crâner un petit peu en société et j'espère que vous serez satisfaite de corriger la personne qui viendrait à dire une énorme bêtise concernant les chiffres exacts du divorce. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2017, il est devenu possible de divorcer avec consentement mutuel sans juge. C'est-à-dire que depuis 2017, vous n'êtes plus obligé de passer devant un tribunal pour prononcer un divorce. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre d'accord avec vos avocats respectifs
et ensuite votre divorce peut être prononcé par un notaire et non par un juge comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire que le nombre de divorces est passé de 130 000 divorces par an avant 2017 à 62 300 en 2017. Mais cela ne veut pas dire qu'on divorce moins puisque ce chiffre prend uniquement en compte les divorces prononcés avec juge. Alors malheureusement je n'ai pas trouvé de chiffres sans juge, mais pour être un peu logique, je ne pense pas que le nombre de divorces ait soudainement baissé de 40, 50, 60%, etc. en à peine un an. Il faut savoir également qu'on recense 1,8 mariages pour un divorce. Donc si on suit cette logique-là, le nombre de mariages reste tout de même élevé par rapport au divorce. Et enfin, chiffre très important, près de 45% des mariages se finissent en divorce. Il y a une autre chose que je vous invite à relativiser, c'est le fait que le nombre de mariages et de divorces change chaque année, notamment le nombre de mariages qui baisse depuis 50 ans. Par exemple, en 1970, on recensait 417 000 mariages alors qu'on recensait seulement 227 000 en 2019. Et cette baisse a encore été plus aggravée par le Covid puisqu'en 2020, seulement 148 000 mariages étaient célébrés. Alors, j'ai pas trouvé de chiffres officiels pour 2021, mais beaucoup de personnes s'entendent pour dire que 2022 sera une année record pour les mariages puisque si tout va bien, les restrictions ne devraient pas reprendre avant cet été et étant donné que 60% des couples se marient en été, on peut donc s'attendre à pas mal de grandes fêtes pour cet été. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment le nombre de mariages varie chaque année, mais également le nombre de divorces et donc le taux de divorce. Donc si par exemple une année on peut dire que 2 couples sur 3 divorcent, peut-être que l'année suivante ce sera plus 1 sur 3, 1 sur 2, 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, etc. etc. Mais dans tous les cas, si on veut vraiment être précis, si on veut vraiment être exact, il faudrait plus dire qu'un mariage sur 2 se termine en divorce, étant donné que comme on l'a vu il y a quelques minutes, le chiffre moyen de divorce est de 45%. Et encore une fois, c'est une donnée que je vous invite à relativiser puisque ça change en fonction des mariages et des divorces qui ont lieu sur une période précise. Bon, on va terminer ce point chiffre pour passer à l'idée reçue numéro 2 qui est qu'il faut automatiquement faire une fête de fiançailles quand on se fiance pour annoncer en bonne et due forme qu'on doit se marier. Alors non. Ce n'est pas obligatoire, même si ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas en faire une si vous le souhaitez ou vous ne le souhaitez pas. Par exemple, ma meilleure amie a fait une fête de fiançailles pour célébrer ses fiançailles tout simplement. Et ça s'est super bien passé, c'était vraiment une super journée. Mais si elle n'avait pas fait de fête de fiançailles, ça n'aurait pas été grave pour autant. Car peut-être que dans votre cas, vous n'avez pas forcément le temps d'organiser cette fête, vous n'avez pas forcément le budget, ou juste vous n'avez pas envie d'organiser ce genre de fête, ce n'est pas quelque chose qui vous correspond. Et dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Si vous souhaitez organiser une fête, vous le faites. Si vous ne souhaitez pas de fête, eh bien vous n'en faites pas. Tout simplement, vous n'allez pas aller en prison parce que vous n'avez pas fait de fête de fiançailles, parce que ce n'est pas écrit dans la loi noir sur blanc qu'à chaque fois que vous vous fiancez, vous devez organiser une fête de mariage. C'est vraiment en fonction de vous. Si vous le souhaitez, vous le faites. Si vous ne le souhaitez pas, vous ne le faites pas, tout simplement. Idée reçue numéro 3, c'est que le mariage, c'est juste un morceau de papier. Alors, dans l'idée, oui, c'est vrai que quelque part, le mariage, c'est un morceau de papier puisque vous signez des papiers à la mairie, vous échangez des vœux et vous êtes officiellement marié, vous êtes reconnu comme marié aux yeux de la loi. Mais, et la nuance est là, c'est que pour beaucoup de couples, c'est bien plus symbolique que ça. Pour beaucoup de couples, j'imagine que si vous écoutez ce podcast, vous faites partie de ces couples pour qui le mariage est important. Pour ces couples, le mariage est un véritable engagement, une véritable preuve d'amour. C'est une marque qu'on est prêt à construire une vie à deux avec tout ce que ça implique, le meilleur comme pour le pire, la santé comme la maladie, etc., etc. Vous connaissez la chanson. On y reviendra un peu plus tard dans l'épisode, mais pour moi, quand on parle de ce postulat-là, c'est donc normal que les couples choisissent de marquer le coup et de célébrer leur mariage par une fête parce que c'est l'occasion de réunir leurs proches, leurs amis, leurs familles, peut-être de revoir des personnes qu'ils n'ont plus revues depuis des années et tout simplement célébrer leur amour. En général, en tout cas je l'espère pour vous, on ne se marie qu'une seule fois dans une vie. C'est un événement qui est donc unique, qui si on s'en tient au sens du mariage n'est pas
censé être amené à se reproduire, donc c'est tout à fait normal que les personnes souhaitent marquer le coup et organiser une fête, etc. Si après ce n'est pas votre genre d'organiser une grande fête pour célébrer votre mariage, c'est très bien aussi. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, vous n'allez pas aller en prison juste parce que vous n'avez pas fêté votre mariage avec 200 personnes. Donc, si vous ne souhaitez pas organiser de grandes fêtes pour votre mariage, vous avez le droit, et si vous souhaitez organiser une grande fête pour votre mariage, vous avez le droit aussi. Encore une fois, c'est en fonction de chaque personne, vous choisissez ce que vous souhaitez, mais encore une fois, toute la question va être de respecter l'avis des personnes qui n'ont pas la même opinion que vous. Donc si vous êtes une personne qui aime faire une grande fête pour votre mariage, qui aimerait faire une grande fête pour son mariage, respectez l'avis des personnes qui ne souhaitent pas faire de grandes fêtes pour leur mariage, qui souhaitent des célébrations un peu plus soft, si je puis dire. Et si vous ne souhaitez pas faire de grandes fêtes pour votre mariage, respectez l'opinion des personnes qui, elles, souhaitent célébrer ça en grand pompe. Quatrième idée reçue, et là je sens qu'on va y passer un petit temps quand même, c'est tout simplement le fait de dire « mais pourquoi se marier aujourd'hui alors que le Pacs existe et que c'est beaucoup moins contraignant que ce soit dans la vie de tous les jours au niveau du couple, etc. et bien plus facile en cas de divorce. » Alors déjà encore une fois, ce n'est pas vraiment cool de penser qu'on va divorcer alors qu'on n'est même pas encore marié, mais il faut se mettre dans la tête qu'aujourd'hui, le Pacs et le mariage, ce ne sont pas des choses qui sont interchangeables, ce sont deux choses qui sont différentes, qui ont des avantages et des inconvénients différents, et donc des symboles différents. Pour faire un petit rappel de chronologie, le Pacs n'existe seulement, est légal seulement en France depuis 1999. Donc déjà, le Pacs est aussi vieux que moi. Et on voit bien au niveau des chiffres, je ne vous les ai pas détaillés dans l'épisode parce que sinon ça aurait été trop long, mais je vous ai mis les sources dans la description. On voit bien que même si le nombre de Pacs augmente chaque année alors que le nombre de mariages est en déclin, on voit tout de même que le nombre de mariages est toujours supérieur au nombre de Pacs. Et il me semble, mais c'est à reconfirmer, qu'il n'y a qu'en 2020 où le Pacs était au-dessus du mariage, mais encore une fois, c'était à cause du Covid, donc c'était des circonstances exceptionnelles. Si on se penche un peu plus maintenant sur les avantages et les inconvénients du Pacs et du mariage, alors je ne vais pas tous les énumérer parce que ce serait beaucoup trop long, c'est pour ça qu'encore une fois je vous ai mis des articles dans la légende si jamais ça vous intéresse, mais au niveau de la loi, c'est vrai que le Pacs nécessite moins de formalités administratives que le mariage. C'est-à-dire que pour le Pacs, vous n'avez pas un gros dossier de mariage à remplir et à renvoyer à la mairie, vous n'avez pas forcément des entretiens à faire. Quoique là-dessus, j'ai pas forcément trouvé de confirmation, donc ça reste à confirmer sur ce dernier point. Et même si le Pacs n'est pas quelque chose qui est bâclé dans sa forme, ça nécessite quand même beaucoup moins de formalités administratives. Le Pacs, ça vous offre aussi une plus grande indépendance au niveau de votre patrimoine, c'est-à-dire qu'au moment où vous vous pacsez, vous n'êtes pas obligé de réunir vos possessions et celles de votre conjoint et dire que toutes ces possessions, en fait, elles vous appartiennent à tous les deux. Et c'est pareil, tout au long du Pacs, vous pouvez choisir de rester indépendant à ce niveau-là. Si vous achetez des choses, c'est uniquement les vôtres, elles sont considérées comme les vôtres et pas comme les vôtres et celles de votre conjoint. Et c'est la même chose pour votre conjoint. Mais bon, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut faire pour le mariage. Mais la différence, c'est que pour le mariage, il faut que vous signiez un contrat avec un régime spécifique devant le notaire, alors que ce n'est pas le cas pour le Pacs. Le Pacs est effectivement aussi plus facilement dissous que le mariage, puisque vous avez juste à aller en mairie et dire que vous voulez dissoudre le Pacs. Vous signez les documents pour dire que vous allez dissoudre le Pacs. Et voilà, vous n'êtes plus pacsé, c'est fini, on n'en parle plus. Alors que pour le mariage, vous savez, il y a le divorce, ça peut être long, ça peut être coûteux, même si c'est beaucoup plus facilité par le fait que, comme je vous le disais, depuis 2017, vous n'êtes plus obligé d'aller voir un juge pour divorcer. Vous pouvez juste vous mettre d'accord avec votre avocat et après faire acter votre divorce devant le notaire. Mais par contre, le Pacs n'est pas une solution tout rose comme le mariage a aussi ses inconvénients. Parce que, par exemple, contrairement au mariage, les couples qui se pacsent ne peuvent pas adopter ensemble et le conjoint n'est pas automatiquement héritier si l'autre partie décède, alors que ce n'est pas le cas pendant le mariage. Alors, le but d'en parler, c'est pas de vous dire qu'il y a une forme d'union qui est supérieure à une autre, parce que comme on l'a vu, le mariage et le Pacs ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Il n'y a pas une forme qui est meilleure qu'une autre, qui est parfaite à 100%, et c'est pour ça que c'est à vous de réfléchir, de comparer et de choisir la meilleure solution pour vous, sachant que beaucoup de couples commencent d'abord par se paxer, comme un premier signe d'engagement l'un envers l'autre avant de passer aux choses sérieuses et de se marier, et donc ils vont dissoudre le Pacs pour pouvoir se marier par la suite. Et c'est aussi là la différence qu'on peut faire entre le Pacs et le mariage, puisque j'ai beaucoup parlé avec des personnes, je leur ai demandé
leur avis sur le mariage et sur le Pacs, que ce soit des futurs mariés ou non. Et j'en suis arrivée à la conclusion que le Pacs était moins quelque chose qu'on considérait comme quelque chose qui soit important à célébrer, pas comme si c'était un événement exceptionnel, on devait réunir toute sa famille, tous ses amis, ses proches, et célébrer comme on célébrerait un mariage, puisque pour les couples, le mariage reste la preuve ultime d'engagement, d'amour, et le Pacs peut être un peu considéré comme une étape intermédiaire, si je puis dire. Donc il y a aussi cette distinction qui, pour moi, est à faire. Ça dépend aussi de l'impact que le Pacs ou le mariage a pour vous, ce que ça représente pour vous, si c'est important. Idée reçue numéro 5, c'est que lorsque vous vous mariez, en tant que marié et eux, vous devez obligatoirement vous marier en blanc. Alors, déjà, il faut savoir que cela n'a pas toujours été le cas, puisque, encore un petit point historique, c'est depuis le mariage de la reine Victoria d'Angleterre en 1840, avec du coup son mari, le prince Albert, où elle portait justement une robe blanche, que cette couleur a été repopularisée et qu'elle est redevenue la couleur associée au mariage. Parce que on sait très bien que la reine Victoria est considérée comme l'une des reines ayant eu le plus d'impact en Angleterre, et donc c'est tout naturel que la robe qu'elle ait choisie pour son mariage soit redevenue populaire et que depuis, toutes les mariées se marient en blanc. Enfin, pas toutes, mais bon, là encore une fois, c'est une question de nuance, j'ai pas trouvé de chiffre précis là-dessus. Tout ça pour vous dire qu'avant 1840, le blanc c'était pas du tout la couleur qui était associée au mariage. Alors on pouvait se marier en blanc, comme on pouvait se marier en bleu, en jaune, en rouge, en vert, en violet, dans toutes les couleurs. D'ailleurs, si vous regardez des films, des séries, ou des portraits, des tableaux, que vous lisez des livres qui ont été écrits à ces époques-là, donc avant 1840, c'est quand même assez rare qu'on voie une robe blanche. Donc si on part du principe que la Terre existe depuis des milliards d'années, le fait que le blanc soit redevenu la couleur du mariage depuis 180 ans environ, au final, quand on compare, c'est tout de même assez récent, puisque avant 1840, ce n'était pas du tout considéré, il n'y avait pas vraiment de couleur spécifique qui était rattachée au mariage. Et même aujourd'hui, en fait, vous n'êtes pas obligé d'associer la couleur blanc à votre mariage, vous mariez en blanc si vous n'en avez pas envie. C'est là où, encore une fois, il faut faire la distinction entre ce qui est réellement obligatoire et ce qui est imposé, on va dire, par la société, parce que tout le monde fait ça depuis des années, et donc c'est un peu rentré dans les mœurs que c'est ce qui se fait, et que si c'est pas comme ça que vous faites les choses, tout d'un coup, ça y est, ça fait plus le mariage. Encore une fois, je le dis et je le répète, il n'y a rien d'obligatoire pour votre mariage, vous faites vraiment ce que vous voulez dans le cadre de votre mariage. Si vous souhaitez vous marier en blanc, vous vous mariez en blanc, mais si vous souhaitez vous marier en bleu, en rose, en rouge, en arc-en-ciel, en fuchsia, en gris, en noir, en tout ce que vous voulez, vous êtes totalement libre de le faire. Et pour aller dans le sens inverse, on dit souvent que, vu qu'étant donné que le mariage, le blanc c'est le symbole de pureté, c'est réservé uniquement au premier mariage. Si vous vous mariez une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et qu'on vous dit que vous ne devez pas porter de blanc, vous n'êtes pas obligé de les écouter si vous avez envie de porter du blanc. Encore une fois, c'est une convention sociale et en rien c'est obligatoire. Si pour vous c'est important de porter du blanc à votre mariage, portez du blanc de toute façon. Tant que vous faites les choses pour vous-même, ce sera forcément bien, ce sera forcément génial. C'est à partir du moment où vous vous laissez influencer par quelqu'un d'extérieur que les choix que vous allez faire perdent de leur importance parce qu'ils ne vont plus autant refléter votre personnalité. Donc si vous souhaitez vous marier en blanc, faites-le, mais si vous ne souhaitez pas vous marier en blanc, tant pis si ça choque, si c'est votre personnalité, si c'est ce que vous souhaitez, vous devez être libre de le faire. Idée reçue numéro 6, là je sens que je vais me régaler, je vous le promets. C'est tout simplement le fait de dire que je participe financièrement à ton mariage, alors j'ai le droit de prendre des décisions à ta place, ce qui est totalement faux. On en a déjà parlé et je peux vous assurer que ma réponse à ce sujet n'a toujours pas changé. Parce que votre mariage, ça reste votre mariage. C'est à vous et à votre fiancé d'avoir le dernier mot et personne d'autre, parce que c'est vous qui allez vous marier, c'est vous qui allez célébrer cette journée et personne d'autre. Alors, bien sûr, vos proches peuvent vous aider, ils peuvent vous donner des avis, ils peuvent vous donner des conseils, mais en aucun cas décider à votre place. Car encore une fois, c'est vous qui allez vous marier, ce ne sont pas eux. Si vous souhaitez un mariage à 100% qui vous ressemble à 100%, c'est à vous de prendre toutes les décisions. Et sinon, vous n'aurez jamais ce résultat-là
et vous allez finir par le regretter. Vous allez regretter de vous être laissé influencer par d'autres personnes parce qu'on vous a dit qu'il fallait faire ci, parce que vous vous êtes senti obligé de lui laisser la décision parce qu'il vous aidait à payer votre mariage et que sinon, vous comprenez, vous n'aurez pas pu faire tout ça sans lui. Mais encore une fois, non, je suis désolée, pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. Si vos proches, ils peuvent vous donner des conseils, ils peuvent vous donner des avis, mais si vous décidez de prendre une décision qui va à l'encontre de ce qu'ils pensent, ils n'ont pas à vous le reprocher dans le sens où c'est votre mariage, c'est pas le leur. Et que j'imagine que à leur place, s'ils étaient à votre place, ils n'aimeraient pas que vous viendrez leur dicter leur conduite, ce qu'ils doivent faire à leur mariage. Donc si c'est pas ce qu'ils ont envie que vous fassiez avec eux, eh bien ils n'ont aucune raison de vous le faire subir à vous également. Cela dit, vous pouvez vous arranger, mais tout de même vous arranger en mettant des limites. Par exemple, s'ils souhaitent inviter des personnes, mais que vous êtes un peu réticente à payer leur part parce que ces personnes, vous ne les connaissez pas, ils peuvent payer leur part s'ils en ont envie. Mais encore une fois, c'est une question de limite. Si vous souhaitez un mariage avec 100 personnes uniquement, ne laissez pas vos parents, votre tante, votre oncle, votre cousin inviter 100 personnes de plus. Parce que déjà, au niveau du lieu, ça risque de ne pas passer. Et surtout, si vous souhaitez organiser votre mariage uniquement avec des personnes que vous connaissez, voir des personnes que vous ne connaissez pas débarquer, vous faire la bise et vous féliciter alors que ils ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, ça peut faire un petit peu bizarre. Bon voilà, je vous rassure, j'en ai terminé avec ce point-là. On va passer au point numéro 7, à l'idée reçue numéro 7 sur les mariages, qui est qu'un mariage, en fin de compte, c'est juste de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Parce que quand on regarde les chiffres de l'INSEE ou même d'autres instituts qui estiment le budget de mariage à 12 000, 13 000 euros, ça peut faire bizarre sur le coup, se dire « Ah oui, on dépense autant pour une seule journée ». Et des fois même pour certaines personnes, ça représente ce qu'elles touchent en un an et il faudrait dépenser un an de salaire pour juste une journée. C'est vrai que ça peut sembler bizarre et ça peut être assez choquant pour certaines personnes. Mais encore une fois, ça dépend des couples. C'est pas une idée qui est 100% vraie, c'est pas une idée qui est 100% fausse. C'est un peu comme ce qu'on disait sur le fait que le mariage c'était juste un morceau de papier, ça va vraiment dépendre de la signification que ça a pour les couples. Car il y a certaines personnes qui, oui, ne voient pas l'intérêt de dépenser des milliers et des cents à avoir un lieu, un traiteur avec 6 plats, un DJ, un magicien, un feu d'artifice, des bars à bonbons, etc., etc. Et qui, eux, préfèrent faire un restaurant, un pique-nique, un bowling, juste réunir 10, 20, 30, voire 50 personnes autour d'eux et juste passer un peu une soirée à la bonne franquette et pas faire de soirée derrière. Et ça, c'est tout à fait ok. Encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire. Vous faites ce que vous voulez pour votre mariage. Tout comme, évidemment, il y a d'autres personnes qui, eux, souhaitent marquer le coup, faire une grande fête, réunir tout le monde, faire la fête jusqu'au bout de la nuit, faire un brunch le dimanche matin et vraiment célébrer le mariage comme il se doit. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire que c'est le choix de chacun. Si vous pensez que ça ne sert à rien de dépenser autant dans une journée, c'est votre choix. Si vous souhaitez vous faire plaisir et dépenser sans compter, comme dirait l'autre, c'est votre droit aussi. Mais encore une fois, il faut savoir respecter les opinions des personnes qui ne pensent pas comme vous. Donc si vous êtes du genre à dépenser pour votre mariage, respectez l'avis des personnes qui, eux, ne voient pas les choses de la même façon que vous. Et pareil, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas envie de trop dépenser pour le jour de son mariage, respectez l'avis des personnes qui, eux, ont envie de se faire plaisir et de se lâcher niveau budget. Parce qu'encore une fois, ça rejoint un peu aussi ce que j'ai dit au niveau du pacte et du mariage, de la comparaison entre les deux. Il n'y a pas une meilleure façon qu'une autre de célébrer son mariage. C'est vraiment en fonction de chacun, de vos envies, de votre personnalité, de ce que vous avez envie de faire. Si on vous dit que automatiquement, il faut faire une grande fête parce que sinon, c'est pas un mariage, autant aller à la kermesse du coin, c'est faux. Si c'est votre style et que vous n'avez pas envie de célébrer votre mariage, c'est tout à fait dans votre droit et personne n'a à remettre en question votre décision, tout simplement. D'ailleurs, c'est parfait parce que ça va me permettre de faire une transition avec le point numéro 8 qui est que votre mariage doit contenir un tel élément. Sinon, ce n'est pas un vrai mariage. Ça ne fait pas mariage. Encore une fois, c'est quelque chose dont on a parlé à maintes reprises. Encore une fois, je n'ai pas changé d'opinion à ce sujet. Si vous me connaissez, vous connaissez mon point de vue sur cette question. Sinon, je vais vous le donner avec grand plaisir. Parce que c'est vrai qu'à ce sujet, je radote beaucoup. C'est un peu quelque chose que j'ai pu dire de nombreuses fois dans cet épisode, mais là je le dis de façon officielle, claire et nette. Il n'y a pas de Bible du mariage, il n'y a pas de texte de loi qui a été
signé, qui a été voté par le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, le président même de la République, et qui vous dirait tout ce que vous devez faire pour que votre mariage soit considéré comme un vrai mariage. Non, un tel document n'existe pas. Donc à partir du moment où vous n'avez aucune obligation légale d'avoir un traiteur, d'avoir un lieu de réception avec 40 couchages pour vos invités, où vous n'avez pas d'obligation d'avoir de DJ, de magicien, de gâteau de mariage, tout ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Et votre mariage sera toujours considéré comme un vrai mariage, parce qu'aux yeux de la loi, vous serez mariés. Eh oui, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, si vous n'avez pas envie de faire une grande fête pour votre mariage, de toute façon, vous êtes mariés. Vous avez signé le papier à la mairie, le maire vous a reconnu comme mari et femme, et donc vous êtes reconnus mari et femme aux yeux de l'État. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire une grande fête, vous pouvez juste en rester là, c'est ce qui vous convient. Donc, voilà, encore une fois, faites comme vous voulez, faites ce que vous voulez pour votre mariage. Il n'y a rien ni personne qui devrait vous empêcher de faire quoi que ce soit pour votre mariage, parce qu'encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est votre mariage. Si vous voulez vous marier en rouge, faites-le. Si vous souhaitez faire un restaurant avec uniquement 20 personnes, faites-le aussi. Encore une fois, vous n'avez pas à vous laisser influencer par d'autres personnes et tout ce que vous avez à faire, c'est vous écouter. Écoutez votre propre personnalité parce que quoi que vous pensiez, vous allez avoir des idées géniales, vous allez organiser un mariage du feu de Dieu et donc vous allez avoir plein de souvenirs positifs dans 10 ou 20 ans. Et vraiment, il faut que vous viviez les choses à fond. Les périodes des préparatifs de mariage, c'est pas forcément une époque, une période qui est très facile à vivre, une période qui peut être stressante, angoissante, tout ce que vous voulez, mais c'est aussi une très belle période. C'est une période où vous allez travailler avec votre moitié pour organiser le plus beau jour de votre vie, organiser le jour où vous allez rejoindre vos deux chemins pour n'en faire plus qu'un et avancer ensemble dans la vie. Et ça mérite tout de même d'être célébré. Donc vraiment, vivez les choses à fond. On s'en fout de ce que pensent les autres. Tant que vous et votre fiancé êtes d'accord avec ça, c'est le plus important. Et enfin, on va passer à la dernière idée reçue sur le mariage, qui est qu'aujourd'hui, le mariage, ça ne fait plus rêver. On a déjà discuté un peu plus tôt dans l'épisode, quand on parlait des Pacs ou du divorce notamment, du fait que le nombre de mariages a baisse de plus en plus depuis 50, 60 ans. Mais c'est vrai que en voyant ces chiffres, c'est pas forcément quelque chose de clair. Mais pour aller plus loin dans la réflexion, on peut se demander, mais pourquoi aujourd'hui on se marie moins ? Alors, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas une experte dans le domaine, mais je pense que vous serez d'accord sur le fait qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer le fait qu'aujourd'hui, on se marie pas forcément de moins en moins, mais aujourd'hui, contrairement aux années 50 ou 60, il y a plus d'éléments qui vont intervenir en fait dans la décision de se marier ou non. Donc forcément, cela impacte le nombre de mariages par an. Donc pour moi, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette baisse des mariages. Donc déjà, on attend pour se marier, c'est-à-dire que les personnes se marient de plus en plus tard. Il me semble que la moyenne aujourd'hui, c'est 32 ans. Donc on se marie environ à 32 ans. Alors qu'à l'époque, quand on avait 20-25 ans, automatiquement, on se mariait à 20-25 ans, sinon on était considéré comme une vieille fille. Et là encore, je ne remonte pas jusqu'au 19e siècle, où dès qu'on était majeur, dès qu'on avait 16, 17, 18 ans, on était considéré comme quelqu'un à marier, et que c'était ringard de ne pas être marié à 20, 21 ans. Il me semble même que la limite pour être considéré comme une vieille fille, à l'époque, c'est 22 ans. C'est-à-dire que moi, si j'avais vécu au 19e siècle et que j'étais pas encore mariée, là, je serais considérée comme une vieille fille. Ça y est, c'est fini. Mais pour revenir plus sérieusement à ce qui nous intéresse, si on attend pour se marier, parce qu'on se marie de plus en plus tard, c'est parce que de plus en plus de personnes font des études sur le long terme, font le choix de faire des études et de d'abord se concentrer sur leur carrière, de vraiment faire en sorte d'avoir une carrière, d'être épanouie, d'être heureuse et d'avoir une bonne situation, que ce soit familiale, sociale, amoureuse et du coup financière, pour se marier. Alors qu'encore une fois, c'était pas forcément le cas avant, où c'était à l'homme de ramener l'argent à la maison et à la femme de l'attendre et de s'occuper des enfants. Ça, c'est plus du tout un modèle qui existe aujourd'hui. Et beaucoup de personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, souhaitent d'abord vivre, souhaitent d'abord travailler, évoluer dans leur carrière, dans leur vie, avant de choisir de se poser et se marier. Un autre élément qui peut expliquer cette baisse de mariage, c'est que le mariage n'est plus aussi obligatoire, si je puis dire, entre guillemets, qu'il l'était il y a 50 ou 60 ans. Par exemple, le fait d'avoir des enfants avant le mariage est quelque chose de totalement démocratisé aujourd'hui. C'est de plus en plus fréquent de voir des couples qui ont des enfants avant de se marier, alors que c'était impensable du temps de nos grands-parents. Et si quelqu'un tombait enceinte avant de se marier, quand elle n'était pas mariée, il fallait automatiquement
qu'elle se marie dans les mois, dans les semaines à venir, sinon elle est considérée comme quelqu'un de perdu et sa réputation à être endommagée à tout jamais. Ça, c'est plus du tout quelque chose qui existe aujourd'hui. Déjà par rapport à l'indépendance, c'est-à-dire que une femme, un homme peut très bien vivre jusqu'à 30, 35, 40 ans sans se marier, et c'est très bien, il n'y a rien qui l'interdit. Et surtout même pour emménager ensemble, on peut vivre en concubinage, en union libre, on n'est plus obligé de se marier pour emménager ensemble, pour faire un prêt, faire un achat, acheter une maison, avoir des enfants, etc., etc. Et surtout, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, certains couples choisissent de se paxer avant de se marier en guise de premier engagement avant d'ensuite se marier si ça continue, s'ils ont envie de le faire. Donc pour moi, c'est surtout une évolution de la société. Alors je ne suis pas là pour dire que c'est positif ou négatif, même si pour moi c'est bien plus positif que ce n'est négatif. Mais c'est tout simplement que, comme je disais il y a quelques secondes, le mariage est moins obligatoire qu'avant. Je disais tout à l'heure que le mariage est considéré par beaucoup de personnes comme la preuve d'amour ultime, la preuve d'engagement ultime. Mais pour pas mal de personnes, c'est le fait d'emménager ensemble, c'est le fait d'avoir un enfant qui est vraiment considéré comme la preuve d'engagement, la preuve d'amour ultime, et en aucun cas le mariage. Et qui vont peut-être vivre des années en concubinage, sans s'être mariés, sans s'être paxés, et ils vont choisir de se marier, ou alors ils vont pas choisir de se marier. Et encore une fois, dans les deux cas, il n'y a rien qui les empêche de faire l'un ou l'autre. Alors certes, c'est peut-être un peu un côté négatif que j'ai fait pour le moment, parce que je vous ai un peu expliqué toutes les raisons qui font que le mariage peut-être ne fait plus rêver aujourd'hui parce qu'il n'a plus un caractère aussi obligatoire qu'avant. Mais même en regardant de plus près à l'époque, est-ce que ça faisait rêver de se marier? Oui, j'imaginais bien qu'il y ait des femmes qui attendaient que ça, que de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir un époux, etc. Mais il faut se souvenir qu'il y avait aussi une époque où la plupart des mariages étaient arrangés et que c'était tout de même assez rare quand un couple s'entendait bien, s'aimait. C'était plus une question de chance de faire un mariage d'amour, ou alors d'abord c'est un mariage d'intérêt puis ensuite c'est devenu un mariage d'amour, que de faire un mariage d'amour du premier coup. Il faut aussi se souvenir de ça. Donc là-dessus, je dirais pas qu'il y a une période où le mariage faisait plus rêver qu'une autre, parce qu'à chaque époque, en fait, il y avait des avantages et des inconvénients à se marier. Et même surtout à une époque, en tant que femme, je parle en tant que femme parce que j'imagine que la plupart des personnes qui vont écouter cet épisode seront des femmes, il y a eu une période où on n'avait pas d'autre choix que de se marier. Parce que sans le mariage, on n'était rien. Donc là encore une fois, j'ai pas de chiffres, mais j'ose à peine imaginer le nombre de mariages qui ont été faits par dépit. Uniquement parce qu'à l'époque, une femme n'était pas considérée comme telle, si je puis dire entre guillemets, si elle n'était pas mariée. Il fallait toujours qu'elle soit avec un homme parce qu'à l'époque, on ne considérait pas qu'une femme puisse être indépendante, qu'elle puisse vivre sans un homme, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc quand quelqu'un vous dit que de toute façon le mariage c'était mieux avant, ça faisait rêver, ça mettait des paillettes et que c'est plus du tout le cas aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit à 100% vrai. Et puis même d'un autre côté, pour discuter avec des futurs mariés au quotidien, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, etc., oui, je suis désolée de le dire, mais le mariage, ça fait toujours rêver aujourd'hui. Il y a toujours beaucoup de futurs mariés qui ont des étoiles dans les yeux quand on parle de mariage, qui ont 100 idées à la minute pour leur décoration. Et quand elles ne sont pas stressées parce que leurs préparatifs leur prennent du temps et que ça reste une période qui est aussi stressante, elles n'ont qu'une envie, c'est d'être au jour de ce mariage dont elles rêvent depuis des années, des mois, et juste de dire oui à la personne qu'ils ou elles aiment. Donc pour moi, si je dois prendre la situation en tant que telle, pour moi, oui, le mariage, ça fait toujours rêver. Et même pour atténuer ce que je disais, il n'y a pas forcément une époque qui était meilleure qu'une autre pour se marier. Et la conjoncture actuelle est pour moi assez favorable, que ce soit pour les personnes qui ont envie de se marier que pour les personnes qui n'ont pas envie de se marier. Et encore une fois, ça reste une question de choix, une question de décision. Si vous souhaitez vous marier, vous vous mariez. Si ça vous fait rêver, ça vous fait rêver. Et si ça vous fait pas rêver, ça vous fait pas rêver. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde pour autant. Mais encore une fois, essayez de pas trop jouer les relous de service à venir dire mais de toute façon le mariage ça fait pas rêver, je vois pas pourquoi tu te maries, à faire un peu les grilles de service, parce que oui, il y a toujours autant de personnes qui ont des paillettes dans les yeux à l'idée de se marier. Tout comme il y a autant de personnes qui n'en ont pas, et dans les deux cas, c'est totalement normal. Je crois que ça va être un peu la conclusion de l'épisode, parce que tout ce que je viens de dire là, ok, c'est important ou c'est pas important, c'est vous qui le voyez, mais ça sert à rien si vous n'appliquez pas le message même que j'essaie de faire passer, non seulement avec cet épisode, mais aussi avec Mariage Engagé, avec mon contenu sur les réseaux sociaux, et même avec mon travail de wedding planner. C'est de faire comme vous voulez. Il n'y a
aucune restriction. Il n'y a pas de texte de loi, de Bible qui dit exactement ce que vous devez faire ou non pour un mariage. Donc tout est possible. Franchement, faites ce que vous voulez si vous pouvez le faire. Faites-le si vous avez envie de le faire. Faites-le pour que après votre mariage, vous n'ayez aucun regret, que vraiment vous vous êtes dit « Ok, peut-être que j'ai dépensé un peu plus. Peut-être qu'il y a certaines choses sur lesquelles j'aurais peut-être dû faire plus attention. » Mais on est content de ce qu'on a fait parce que ça nous représente à 100%. Et dans 10-20 ans, quand vous allez vous ressouvenir de cette journée, vous allez revoir les images, vous aurez cette même satisfaction, vous serez dit ça c'était la journée dont je rêvais. Et si je devais refaire la même chose, si je devais me remarier demain, je ne changerais absolument rien. Voilà, c'était la conclusion de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et surtout que maintenant vous êtes motivé à 100% à vraiment envoyer balader toutes ces idées reçues et organiser votre mariage comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire que c'est en commentaire si vous le pouvez sur votre plateforme ou même en me contactant par mail ou sur Instagram si vous avez déjà été victime de ces idées reçues, si vous en avez marre de ces personnes qui à chaque fois vous répètent les mêmes choses, si vous-même vous avez pu avoir ces idées reçues avant. N'hésitez pas à venir discuter de ces sujets avec moi si vous le souhaitez, je serai ravie d'entendre vos avis et de pouvoir discuter avec vous, ça me ferait très plaisir d'avoir votre point de vue à ce sujet. Encore une fois, je le rappelle, même si les plateformes qu'il propose ne sont pas nombreuses, si cet épisode vous a plu et que vous êtes sur une plateforme qui le permet, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast et à laisser un petit commentaire. Voilà, je le rappelle souvent, mais ça me fait très plaisir déjà de voir que le podcast vous plaît, que le contenu que je vous propose vous plaît, et puis ça aide le podcast à être mieux référencé et à être plus visible par de plus en plus de personnes. Donc si vous pouvez le faire, faites-le, ou même juste me dire sur les réseaux sociaux que vous adorez ce que je fais en recommandant mon podcast à d'autres personnes. Ça me ferait très plaisir aussi, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée ou de soirée, peu importe le moment où vous regardez cet épisode, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!